C'est-à-dire, quand tu as fait tes travaux sur la maladie de Lyme, est-ce que la soumission, la subordination des revues scientifiques aux laboratoires pharmaceutiques était connue? Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai découvert au fil des années. Et quand j'ai vu les éditoriaux tous les ans pour dire attention, ne faites jamais de PCR pour diagnostiquer une maladie de Lyme. La PCR, c'est un test qui est pas fiable, qui est beaucoup trop sensible. Il y a beaucoup de faux positifs. Donc beaucoup de gens qui sont diagnostiqués maladie de Lyme ne sont pas des vrais Lyme, c'est une erreur du test. Bon, ça déjà, j'étais convaincu de ça. Bon, quelques années après, le Covid arrive. Je vois Véran qui dit allez, on fait des PCR à tout le monde. Est-ce que là, tu te dis il y a une manip? Mais bien sûr. Mais Curry Mullis, qui était l'américain de La Jolla en Californie, qui a eu un prix Nobel, c'est lui qui était le découvreur de la PCR. Ça fait déjà longtemps. Moi, j'étais tout jeune directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à Pasteur à ce moment-là. On nous avait dit surtout la PCR, la faites jamais en dépistage de masse en population qui n'a pas de symptômes, parce qu'il y a toujours des faux positifs, même si le test est parfait. Donc pour l'exemple de la tuberculose, si moi je suis un médecin, que j'ai vraiment quelqu'un qui a des signes de tuberculose, à 80% c'est une tuberculose, même si j'ai pas encore la preuve, il crache ses poumons, il tousse, il a des lésions radiologiques évocatrices, il a une caverne, bon, je fais une PCR, si elle est positive, c'est un argument de plus pour conforter mon diagnostic. Et s'il y a 3% ou 5% de faux positifs, il faut que j'ai des centaines de tuberculeux comme ça pour avoir un faux positif. Donc, dans ce contexte, le test est très fiable. Et maintenant, je fais le même test au ministère de la Santé. Demain, je vais au ministère de la Santé à Paris. Ils sont des milliers de fonctionnaires. Je leur fais la PCR. Mais je trouve tout de suite des dizaines de cas de tuberculose qui sont en pleine forme. Donc, je fais monter artificiellement les statistiques. Voilà, et je peux faire le même test sur la chaude-pisse. Je vais au ministère de la Santé, je fais un test sur la chaude-pisse. Ministère des Armées, c'est mieux. Non, mais c'est pour dire ce délire sur la PCR. Et malheureusement, Curry Mullis, l'inventeur de la PCR, est mort juste avant le Covid. C'est dommage parce que là, je pense qu'il aurait hurlé dans les brancards. Mais est-ce parce que c'est la question que les gens se posent. Quand un Véran dit on va mettre tout le monde sous PCR tous les jours, est-ce que il sait, est-ce qu'il organise une manipulation de l'opinion pour faire monter les chiffres, pour dramatiser l'épidémie de Covid? D'abord, c'est une évidence, parce que déjà, la première vague, c'était la seule vague sérieuse. Moi, j'étais encore chef de service à Garches. Là, on était inquiet parce qu'effectivement, on a eu, je crois, jusqu'à 40 malades en même temps dans l'hôpital. Bon, mon service était assez grand, mais il a fallu mobiliser. Mais il y avait des services de rééducation qui ont libéré les lits pour mettre des malades. Et c'était très sympa d'ailleurs, parce qu'il y avait tous les médecins, même les chirurgiens à qui on avait demandé d'arrêter leur activité, même des soignants, médecins et infirmiers, soignants d'autres services qui venaient nous aider. C'était un grand élan de solidarité. Je voudrais vraiment remercier tous ces soignants qui se sont mobilisés. À l'époque, on avait la trouille. Effectivement, il y avait jusqu'à 40 malades dans l'hôpital. Bon. Et on a très bien géré, on a donné de la chloroquine, en tout cas à Garches, à beaucoup de gens, et on a sauvé la plupart, et c'était super. Bon. C'était des gens de quel âge? Il y avait tous les âges, mais les gens qui étaient à risque, c'était quand même des gens de plus de 85 ans, des grands obèses. C'est pas le petit obèse qui a un peu de surpoids, c'était les très gros obèses ou des grands diabétiques, les gens qui avaient des gros problèmes cardio-respiratoires. Et d'ailleurs, paradoxalement, parce que vous savez, dans les médias, les médecins disent que les immunodéprimés sont à risque. Les immunodéprimés modérés, genre les gens qui ont des maladies auto-immunes, un lupus, une polyarthrite rhumatoïde ou des petits traitements immunosuppresseurs légers, ils ont été protégés. Parce que ces traitements ont un effet anti-inflammatoire. C'est pas le virus qui tuait, c'était l'inflammation, les thromboses. Donc finalement, on a eu des super résultats. Bon, au mois de juin, l'épidémie se casse la gueule. L'été 2020, tout va bien. Alors là, on commence à nous sortir au mois d'août. C'est la catastrophe. Les premiers qui ont fait ça, c'était les Espagnols. J'avais hurlé de rire. Un jour, j'avais vu un journal télévisé en Espagne au mois d'août 2020, en prime time, là, en Espagne. Et la journaliste paniquée appelle un gars d'un service de réanimation dans un des grands hôpitaux universitaires de Madrid en disant docteur, alors c'est la panique chez vous. Et le gars dit attendez, de quoi vous parlez là? Mais je sais pas, on dit qu'il y a des malades partout dans les hôpitaux. Il dit écoutez, je suis pas au courant. Oui, des malades Covid ou pas? Oui, on en a 3 dans le service, mais tout va bien.
Et à ce moment-là, la journaliste commence à insulter le médecin, mais vous racontez n'importe quoi. Il y a même le directeur du plateau qui est venu pour interrompre l'émission parce qu'il commence à se taper dessus. Donc voilà, on a manipulé les médias pour nous faire croire. Alors, il y avait le variant espagnol, après il y a eu le variant anglais, sud-africain. Après, il y a même en France, il y a eu le variant breton, le variant alsacien. Bon. Et tous les 3 mois, on nous sort un nouveau variant qui allait décimer la planète. Et manque de bol pour eux, parce que moi j'ai quand même fait des études de virologie. Et on sait que les virus ARN, quand ils ont été un peu méchants pour l'homme la première fois, ce qui était un peu le cas de la première vague, après ils sont de moins en moins virulents. Donc là on nous sort la 8e vague, la 9e vague, la 10e vague, la 12e vague. Moi j'adore parce que moi je vois bien, vous vous souvenez du film, il y avait Brice de Nice et Igor Dosgor là. Moi je vois bien. Je vois bien un Véran en Brice de Nice qui attend le raz-de-marée sur Nice avec sa planche de surf. Et puis le nouveau là, François Braun en Igor Dosgor qui attend la prochaine vague. Parce qu'ils me font rire quand ils nous font peur avec des vagues. Et quand j'ai quand même plein de collègues dans les hôpitaux, maintenant, on voit pratiquement plus de Covid à l'hôpital. Les Covid, maintenant, c'est des bronchites, des rhumes. Il y a une question que les gens se posent. Quand Véran, quand François Braun font peur à l'opinion, qui téléguide? Pourquoi ils le font? Quel est leur intérêt? Qui leur en a parlé? Qui servent-ils? Est-ce qu'ils ont un intérêt personnel à le faire? Je ne sais pas s'ils ont un intérêt personnel, mais ils sont manipulés. Parce qu'on peut... faut pas me raconter des sornettes. Moi, j'aime bien les fêtes. Une épidémie, c'est une épidémie. En juillet dernier, je n'ai pas refait les statistiques récentes. Déjà en juillet, j'avais regardé la mortalité de Covid en France. C'était 0,0002%. C'était infime. C'est-à-dire que c'est la mortalité de n'importe quel virus respiratoire. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont décédés, pour leur famille, parce que malheureusement, cette épidémie n'est pas complètement terminée. Il y a encore des formes graves, il y a encore des décès. Mais s'il y a des décès, c'est la faute des autorités. Il faut bien le comprendre, parce que normalement, tout médecin devrait, et a le devoir, s'il a respecté le serment d'Hippocrate, je dis à tous les médecins français, vous avez le devoir de prescrire l'ivermectine, l'azithromycine, la vitamine D, le zinc. Il y a des publications internationales et les faits dans tous les pays qui le démontrent. N'écoutez pas les autorités qui vous menacent. C'est votre devoir de sauver les gens. Et c'est un scandale complet qu'on ait attaqué des médecins qui ont sauvé des vies. Pour moi, c'est le plus grand scandale de l'histoire de la médecine depuis des années. Donc voilà, on sait qu'on peut sauver les gens. Il y a encore quelques formes des gens à risque qui peuvent faire encore des formes graves. Mais sinon, l'immense majorité des Français ou des Belges ou des Européens ou toute la planète qui font aujourd'hui des Covid, ils ont un peu de fièvre pendant 2 jours, une petite bronchite, un rhume, ils sont fatigués pendant quelques temps, ils s'en sortent très bien. Et puis même si leur médecin refuse l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, etc., ils peuvent acheter tout seuls de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc. On peut acheter en boutique bio de la Nigella. Nigella, c'est le cumin noir. Il y a une étude randomisée au Pakistan qui a montré que ça marchait. Bon, malheureusement, l'artémisia est interdite en France et en Belgique. C'est les 2 pays du monde où c'est interdit. Bon, c'est comme ça. Mais on peut l'acheter sur Internet. L'artémisia annua. Ou Anua ou les autres, je pense qu'elles marchent toutes un peu quand même. Les Chinois l'ont beaucoup utilisé, les Vietnamiens, les Indiens, à Madagascar, en Afrique. Toutes ces plantes, il n'y a pas que l'artémisia, il y en a d'autres, mais faut voir le succès des pays soi-disant sous-développés. Moi j'admire beaucoup les Africains, les Asiatiques qui ont réagi de façon fantastique à la crise. Je ne parle pas de la Chine qui est un peu à part, parce que la Chine, on manipule l'épidémie de Covid pour oppresser la population avec le contrôle social. Comme chez nous. Oui, comme chez nous. On est un peu chinois en ce moment, avec notre cher grand mandarin Emmanuel.